Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de Digital is Future, qui est un programme dédié à la transformation numérique des filières. Donc, on adresse 6 filières prioritaires, dont la santé, et qui est porté par Digital 113, qui est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. On regroupe 300 adhérents qui sont des acteurs du numérique, des entreprises, de la TPE au grand groupe. Euh, On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire dédié à la filière santé sur les entrepôts de données de santé, sur les enjeux, usages et perspectives. Et plus particulièrement, ce webinaire s'inscrit aussi dans un programme européen, Occitania EDH, qui Comment? accompagne la transformation numérique des filières. Je suis là. Alors, je vais vous demander de couper le son. Hop, vous n'intervenez pas, sinon ça risque de perturber nos intervenants. Merci. Donc, pour me présenter, donc moi, je suis Angélique Randollet, je suis salariée de l'association Digital 113 et je suis en charge du programme, notamment Digital is Future. Je vais tout de suite laisser la main donc, à Jean-Louis Freys, qui est notre vice-président filière santé au sein de Digital 113 pour l'association et qui est aussi le CEO de l'entreprise Bud Design pour nous présenter ce webinaire et les intervenants. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, aussi bien nos invités que je présenterai tout à l'heure et puis évidemment les participants. Je coanime en effet avec le docteur Grégoire Mercier du CHU de Montpellier qui va se connecter en cours et puis avec Angélique la partie santé de Digital 113. Et donc, comme vous le disiez, Angélique, aujourd'hui, on pousse un sujet majeur qui tourne autour de la donnée et des entrepôts de données de santé qui soient français. Et on sait aussi qu'il y a la création de l'entrepôt européen des données de santé. Alors, quand on cherche des chiffres officiels, moi je vais souvent sur le site de la CNIL, on se rend compte que c'est 100 entrepôts de données de santé régionaux qui sont soit créés, soit en cours de création. On en a 40 qui sont publics, 26 qui sont dans le privé à but non lucratif, 22 qui sont dans le privé, l'objectif étant de constituer alors des bases de données dont on dit qu'elles doivent être sur le long terme et qu'elles doivent être réutilisables, avec comme objectif évidemment d'améliorer les soins, mais également de favoriser la recherche, de faire du pilotage, aussi bien médico-éco que des process de santé. Et puis, évidemment, ces données, elles servent à faire de l'innovation et notamment de l'intelligence artificielle, évidemment, pour la nourrir. On en reparlera tout à l'heure. Alors, les enjeux, ils sont énormes, hein. C'est la souveraineté, évidemment, c'est la sécurité, c'est l'interopérabilité, mais c'est aussi l'acceptabilité des professionnels de santé, des professionnels de nos établissements et bien sûr des patients. Alors, aujourd'hui, on a réuni autour de la table avec Digital 113 un certain nombre d'acteurs majeurs de ces entrepôts de données de santé. Je vous les présente tout de suite après. L'objectif du webinaire de ce jour, c'est de partager avec nos adhérents la stratégie de ces entrepôts de données de santé, de mieux comprendre leur fonctionnement. Évidemment, comment est-ce qu'on accède à ces données quand on est un industriel, puisque on est dans les données de santé, donc il y a des règles du jeu. On pourra même commencer à ébaucher un certain nombre d'éléments sur la valorisation de ces données, puisque vous savez qu'en France, bien sûr, on ne vend pas les données de santé et c'est heureux, donc on en reparlera tout à l'heure. Du coup, merci à nos intervenants. Donc, autour de la table, je voudrais saluer la présence d'Anaïs Salsac qui représente le Health Data Hub pour laquelle elle est responsable des partenariats. On a aussi Madame Bâtiment qui représente l'entrepôt national des données de santé de la médecine libérale qui est le P4DP. Nous avons aussi Madame Dunoyer du CHU de Montpellier qui est responsable de l'unité des sciences et des données de santé. Pour le CHU de Toulouse, Tania Jouffret. Et donc, du coup, dans le cadre de cette intervention, on va commencer par le Health Data Hub qui va
nous redonner un certain nombre d'éléments sur les entrepôts et les données de santé. Ensuite, je céderai la parole à Madame Bâtiment, puis à Madame Dunoyer, puis à Tania. Et ensuite, après, on repassera la parole au Health Data Hub pour la partie valorisation en cours par le Health Data Hub. Et ensuite, Grégoire sera là pour faire une conclusion comme d'habitude. Alors, ce que je vous propose, Angélique l'a dit, le webinaire, il est enregistré parce que du coup, on pourra le retrouver sur le site de Digital 113, première chose. Deuxièmement, vous avez la possibilité de poser des questions, évidemment, à l'écrit, on a tous l'habitude, dans le chat. Et puis, on prendra, si vous en êtes d'accord, un petit moment après chaque intervention pour ben, répondre aux questions éventuelles. Donc, si vous êtes d'accord, on commence. Et donc, je passe la parole à Anaïs Salsac pour le Health Data Hub. Merci Anaïs. Merci Jean-Louis et bonjour à tous. Alors, est-ce que j'ai la main? Une seconde et ça devrait être bon. Merci. Donc effectivement, moi je vais commencer par vous présenter un peu ce que c'est le Health Data Hub parce que c'est une structure relativement jeune euh, que vous ne connaissez peut-être pas réellement. Donc, il faut savoir qu'en 2019, il y a une loi d'organisation, de transformation de la sécurité sociale qui a été développée dans l'idée de répondre à certains défis liés à l'utilisation des secondaires des données de santé. Et ça inclut notamment la création du Data Hub pour réunir, mettre à disposition les données de manière facilitée aux porteurs de projets, mais aussi l'élargissement du système national des données de santé pour qu'il inclue par principe toutes les données qui ont bénéficié d'un financement via la solidarité nationale. Donc, toutes les données qui ont été produites via un examen, un acte qui est remboursé par la Sécu. Et en troisième point, ça a également créé le comité stratégique des données de santé qui a pour but de déterminer les futures orientations du SNDS, qui est présidé notamment par le ministre de la Santé, mais qui inclut tous les acteurs qui peuvent être concernés par le SNDS. Donc, le HDH, ça ne passe pas. Ah, c'est bon. Donc, le HDH, c'est une structure publique qui, comme je vous le disais, a été créée pour faciliter l'accès aux données. Donc, ça inclut un guichet unique sur les données de santé en France. C'est l'ambition du HDH de proposer cet accès simplifié pour un maximum de données. Proposer également un catalogue de données qui réunirait notamment les données de l'assurance maladie, qui est une des plus grandes bases de données médico-administratives au monde, et surtout pour traiter ces données dans les meilleures conditions possibles pour les porteurs de projets, proposer une plateforme qui soit sécurisée et à l'état de l'art. Donc, en un peu plus de 5 ans, on a franchi pas mal de jalons. Déjà, cette plateforme dont je vous parlais, elle a été mise en production au bout d'1 an. Voilà, il y a une augmentation des collaborateurs qui a été significative également pour permettre l'accompagnement de plus en plus de projets. On dénombre plus de 176 aujourd'hui, dont 131 sur la plateforme. On a également une implication importante sur les projets au niveau européen, avec notamment Data for EU, mais aussi la construction de la première version de l'EHDS, beaucoup de partenariats actifs avec l'écosystème, y compris dans la société civile, beaucoup d'interventions aussi comme celle d'aujourd'hui pour diffuser les travaux qui sont réalisés au sein de l'écosystème, et également des appels à projets pour l'écosystème sur différents pans, et les entrepôts de données de santé en font partie. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus par la suite. Je voulais également qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est un entrepôt de données de santé. Donc, c'est une organisation humaine et technique qui permet de passer à l'échelle en matière de projet. Je voulais le préciser, il y a cette notion de collecte d'un grand nombre de données à une visée pérenne pour la réutilisation sur plusieurs projets, plusieurs utilisations.
Là, j'ai l'exemple d'un entrepôt hospitalier, hein, mais le principe est valable pour les entrepôts en dehors de ce domaine-là. L'idée, c'est de réunir des données qui sont parfois assez hétérogènes dans de multiples sources. Pour l'hôpital, ça se traduit notamment par le dossier patient, évidemment, mais aussi par tous les logiciels de spécialité qui vont contenir également un grand nombre de données très intéressantes pour la recherche, le PMSI, mais on parle aussi de registres de cohortes qui peuvent exister dans le système d'information de l'hôpital. Donc voilà, on va les collecter, faire en sorte de les pseudonymiser, de les traiter, de les standardiser, de les structurer pour les stocker au sein de l'entrepôt et derrière pouvoir les mettre à disposition de la manière la plus optimale possible à des porteurs de projets, que ce soit des chercheurs, des médecins, des data scientists, des responsables de la structure. Donc, au-delà de cette notion de structure organisationnelle technique, on va dire, de cette base de données, il y a toute une organisation humaine qui se cache derrière un entrepôt qu'il faut bien avoir en tête. Il y a toute la dimension réglementaire parce que les entrepôts sont soumis au référentiel de la CNIL qui régit, voilà, qui impose pas mal de règles et ce qui est normal pour avoir un entrepôt de données de santé. Et ça implique notamment des exigences en matière d'information patient et d'exercice des droits. Il y a aussi toute la gestion des demandes d'accès parce que un entrepôt, ça permet un potentiel de projets qui vont se dérouler soit au sein même de la structure, mais aussi des opportunités de collaboration avec l'extérieur, des académiques, des industriels, d'autres établissements de santé sur le territoire, voire même à l'étranger. Et voilà, ça peut générer pas mal de demandes qu'il faut être en capacité de traiter. Pour cela, le référentiel de la CNIL prévoit un comité scientifique et éthique qui va étudier chacune des demandes et émettre un avis pour l'utilisation des données. Donc, il y a toute cette organisation humaine et de plus un accompagnement en général de l'équipe de l'EDS envers les porteurs de projets dans l'utilisation des données parce que c'est eux qui vont le mieux connaître les données qu'ils ont intégrées dans leur entrepôt. Et c'est important pour les utiliser de la manière la plus optimale possible que les porteurs de projets aient cette vision-là également. Donc, voilà. Au-delà de l'aspect technique, il faut bien prendre en compte toute l'organisation derrière que ça implique. Je vais finir cette première intervention. Je vais vous parler un peu de la réglementation autour de l'accès aux données de santé. Donc, c'est un résumé très succinct pour vous donner un aperçu, savoir qu'on ne peut pas distinguer, on va dire, les données anonymes qui n'offrent aucune possibilité d'identification des personnes concernées. C'est vraiment aucune. Ça se distingue vraiment des données pseudonymisées. Et celle-là, on peut en faire une utilisation libre. L'autre cas, c'est les données personnelles de santé, donc qui ne vont pas être anonymes et qui peuvent être pseudonymisées. Et là, il va y avoir 3 modalités d'accès. La première, c'est la recherche interne, qui est un cadre vraiment très restreint qui concerne les données recueillies dans le cadre d'une prise en charge individuelle des patients concernés par le personnel assurance suivi et pour l'usage et suivi. Donc, en gros, c'est le médecin et ses propres patients. Donc là, ça n'engage aucune formalité auprès de la CNIL ou du CSRS. L'implication du CSE reste à l'appréciation de l'organisation de chaque EDS, mais voilà, là-dessus, pas de formalité particulière. Après, c'est un cadre très restreint. Dès qu'on sort de ce cadre-là, on va passer sur des procédures liées à la CNIL, donc les procédures simplifiées qui n'impliquent pas d'autorisation CNIL si on remplit les conditions. Ça concerne principalement les méthodologies de référence, également les procédures d'accès à l'échantillon du SNDS. Et là, dans ce cas-là, on peut faire une demande d'accès via le CSE de l'EDS ou le CSRS selon les cas. Si on sort d'une méthodologie de référence, là, par contre, il faut engager une procédure d'autorisation avec la CNIL qui implique une instruction soit par le CSRS, si on réutilise des données existantes, soit par un comité de protection des personnes, si on collecte de nouvelles données. C'est un résumé très simplifié. Si vous souhaitez en savoir plus, on offre quelques ressources sur ces procédures d'accès, donc des sessions de formation qui sont organisées assez régulièrement, aussi un MOOC et un guide pédagogique. Voilà. J'ai mis les liens, mais globalement, ils sont accessibles sur le site du HDH directement si vous voulez jeter un œil. J'ai également inclus un petit schéma qui fait un focus notamment sur les CSE. Donc, les CSE, c'est les comités scientifiques et éthiques qui sont présents au sein de chaque entrepôt de données de santé. Hein. C'est l'exigence de la CNIL, encore une fois.
Donc, en tant que porteur de projet, si je souhaite avoir accès aux données d'un EDS, je demande l'avis du CSE. Si c'est dans le cadre d'une méthodologie de référence de la CNIL, le CSE va être chargé d'évaluer la pertinence scientifique et éthique du projet. Ensuite, si cet avis est favorable, il peut permettre d'engager la procédure d'accès aux données directement avec l'entrepôt. Et si ce n'est pas le cas, en général, le CSE émet un avis qui est motivé. Donc, le porteur de projet peut reprendre ses démarches en améliorant les éléments qui n'étaient pas valables pour le CSE. Quand on n'est pas dans le cadre d'une MR-CNIL, donc là, c'est côté CESRES que ça va se passer. Il peut y avoir quand même un avis de CSE qui peut être adjoint au dossier pour information pour le CESRES. Et là, si l'avis du CESRES est favorable, on engage une démarche d'autorisation de la CNIL qui est forcément un peu plus longue. Et inversement, si ce n'est pas le cas, pareil, le porteur de projet est invité à recommencer ses démarches. Je ne vous en dis pas plus sur l'accès au CSE. Je crois que dans les présentations suivantes, prévu de rentrer un peu plus dans le détail de comment ça se passe pour un porteur de projet. Donc, voilà, je ne vais pas spoiler la suite. Ok, Et c'est tout pour moi. merci beaucoup Anaïs pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je voudrais faire juste un tout petit complément en disant que, ben, évidemment, on le voit, hein, les données de santé, c'est des données sensibles. Alors, l'accès, il n'est pas ben, simple comme on pourrait l'imaginer. Dans le contexte actuel, le ministre en attend aujourd'hui un certain nombre d'annonces sur l'IA d'ailleurs et sur les données de santé. Je voulais aussi rajouter que le SDATUB est un acteur majeur pour, entre guillemets, mettre en œuvre, d'ailleurs avec la délégation du numérique en santé, un certain nombre de dispositions qui ont été préconisées par le rapport, ça avait dit Jérôme Marchand-Harvier sur la réutilisation secondaire des données de santé, avec la nécessité disait le rapport, de mieux identifier les catalogues de données en France, de mettre en œuvre des bacs à sable, enfin il y a toute une litanie, mais de développer la confiance des utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est bien ce que fait la France. Et on a vu que, en effet, ça peut paraître pas simple, mais en tout cas, il y a des accompagnements prévus. Et on va voir qu'au niveau régional, les entrepôts de données santé sont hyper structurés pour répondre à ces demandes-là. Donc, avant de passer la parole à l'intervenante suivante, est-ce qu'il y a des questions ou dans Oui, le on a chat? une question qui est dans le Allons-y. chat. Pouvez-vous donner une information sur la durée générale de temps entre une demande et l'accès aux données pour HDH? Alors, je pense que moi, je vais parler principalement pour l'accès aux données de la base principale du SNDS. Vous distinguez voilà, cette base qui est pour l'instant hébergée par l'assurance maladie, qui représente en gros les données médico-administratives de l'assurance maladie. Là, pour cet accès, c'est effectivement assez long. Il faut passer par le CESRES qui se réunit une fois par mois. Donc, il y a un délai de 1 à 2 mois pour passer devant le CESRES. Et derrière, il y a toute une procédure pour accéder aux données qui peut être assez longue. Actuellement, on est sur des délais qui sont de 1 à 2 ans. Donc, il y a un vrai travail qui est fait pour améliorer ce délai et le règlement européen qui arrive va également mettre pas mal de contraintes là-dessus. Donc, voilà, c'est un vrai enjeu là-dessus parce que actuellement, c'est pas satisfaisant de donner cet accès-là. Après, au niveau local, sur les EDS, là, ça va dépendre des capacités, des ressources de chaque entrepôt. Donc, je ne vais pas me prononcer pour eux, mais normalement, ça devrait être plus rapide parce qu'il y a moins de contraintes organisationnelles et réglementaires. Anaïs, je parle sous votre contrôle. Sur le SNDS, on affichait des moyennes de 18 mois qui se Oui, raccourcissent quand même, mais ça reste encore pas simple et c'est un problème hein, parce que c'est ça. quand on parle d'innovation, 18 mois, c'est très très long. Et je ne sais pas si on a des notions d'accès à votre catalogue. Si on va, si on ne parle pas du SNDS et qu'on souhaite avoir accès à une base de données qui est dans le catalogue du HDH, c'est quoi les délais? Là, le catalogue, il est en cours de mise en œuvre. Donc, C'est ça. voilà, on n'a pas encore de notion de délai. Je pense qu'il faudra de toute façon être conforme à la réglementation européenne. Ça Oui, devrait quoi être qu'il en soit. plus rapide. Il y aura toujours le passage au CESRES, hein, ça c'est indispensable. Donc, ce sera quelques mois au minimum. Oui. On a Ok. encore une question, à savoir si l'accès aux données est réservé aux entreprises françaises. Ça, c'est une bonne question auquel je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, faut que je me renseigne sur la question. Est-ce que c'est que les entreprises françaises ou s'il y a un accès à l'international? Alors, pour moi, Ouais, Anaïs, mais ouais.
Vous nous apporterez le complément. Non, c'est pas que les entreprises Non. françaises, c'est toute entreprise habilitée. Donc, du coup, ben, il faut faire une demande. Et heureusement qu'une entreprise européenne, notamment dans le Mm. cadre du développement d'intelligence artificielle, mais aussi du médico-éco, va pouvoir avoir accès à ces bases de données. Il faut juste qu'elle suive le parcours classique, hein, une entreprise internationale aussi pour un peu que les données restent sur le sol français dans le cadre de la loi et donc de l'hébergement HDS, mais ce n'est pas réservé aux entreprises françaises, en tout cas ce que j'en vois pour l'instant. Oui, pas non plus. Et on demande s'il y a des restrictions d'accès aux données à certaines entreprises étrangères type GAFAM. Il y a des restrictions sur les usages. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de cible vraiment sur les GAFAM. Après, il y a tout un tas de critères scientifiques et éthiques à respecter pour accéder aux données, hein. Ça fait partie de la réglementation. Donc, il va y avoir notamment un intérêt public, etc. Et donc, toute entreprise qui rentre dans ces critères, normalement, doit pouvoir accéder aux données. Mais c'est pour ça que les procédures, vous voyez, sont un peu compliquées parce que, évidemment, tout à l'heure, on entend beaucoup de mots, entre guillemets, barbares, hein, mais c'est aussi pour que l'accès aux données il soit contrôlé et que n'importe qui, avec n'importe quel sujet, n'ait pas accès à des données stratégiques que sont les données de santé françaises et européennes. Puis ça exclut notamment le fait que les assureurs, par exemple, puissent réutiliser ces données à des fins commerciales. Et que ça, c'est Ça, c'est par non. exemple, des cas qui sont exclus par les méthodologies de référence de la CNIL. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, de toute façon, on en reprendra à la fin, évidemment. Donc maintenant, je vais céder la parole à Madame Bâtiment. Donc, on est très heureux de la compter parmi nous parce que l'entrepôt de la médecine libérale, pour le coup, c'est pas un entrepôt régional, c'est un entrepôt national. Enfin, vous me corrigez si je dis des bêtises, évidemment. Et donc, du coup, bah, écoutez, avec plaisir pour que vous nous en expliquiez la mise en œuvre, puisqu'il est assez récent, c'est quelques mois ou une petite année, peut-être, si je me trompe pas. Et du coup, à vous la parole, si vous voulez bien. Ok. Normalement, vous avez la main pour passer les slides, mais avec Pardon? Vous avez la main pour passer vos slides avec Ok, soit les super. claviers ou D'accord. Donc, vous m'entendez bien là? Très bien. Ok, super. Alors déjà, mon nom, c'est pas bâtiment, mais bastiment. Donc, Ah, pardon, Non, non, mais il n'y a excusez-moi. pas de souci. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier ni le dernier à faire l'erreur. Donc, je me présente, Francine Bastiment. Je travaille sur le projet P4DP pour Université Côte d'Azur. Université Côte d'Azur fait partie du consortium P4DP que je vais vous présenter dans les slides suivantes. Alors, P4DP en quelques lignes. Donc, comme Jean-Louis l'évoquait, P4DP est basé sur les données de soins primaires, donc qui sont vraiment au cœur du dispositif. Donc, on est essentiellement sur, là, vous voyez en violet, soins primaires, 90% des patients trouvent des solutions ici. Donc, c'est à peu près 250 patients sur 1000. Bon, je vous laisse lire le reste. On est on est l'unique entrepôt en soins primaires français à date. Et on ne va pas tarder effectivement à être en production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en production privée, c'est-à-dire qu'on travaille actuellement avec des données tests qui sont communiquées par les différents éditeurs. Je vais vous présenter comment ça se passe après. Et le go live de l'entrepôt sera réellement en octobre 2025. Donc prochainement, les projets de recherche et médecins généralistes pourront accéder aux premières datas que l'on va restituer. Alors, je suis allée trop vite. P4DP en quelques lignes. Donc, premier entrepôt français et indépendant. Nous sommes financés par la BPI dans le cadre de France 2030. Donc, c'est la BPI qui nous finance sur, à la base, 3 ans. Et comme on a eu un peu de retard au début du projet, on savait qu'on n'allait pas épuiser tout notre financement, donc on a demandé une année supplémentaire qui nous a été accordée. Alors, on n'a pas eu de financement supplémentaire, mais on a eu une année supplémentaire pour finaliser correctement l'entrepôt. Donc là, nous sommes dans la 3e année de création de l'entrepôt. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. 3 cas d'usage prioritaires à date pour la première livraison, donc suivi des indicateurs de qualité des soins, surveillance épidémiologique et travaux de recherche.
Le consortium est constitué du CNGE, du HDH. Donc, le HDH travaille avec nous sur le projet. Il nous soutient beaucoup sur tous les aspects réglementaires et puis il va y avoir l'appareillement avec la base du SNDS. Le CHU de Rouen, l'université Côte d'Azur, l'université de Rouen et l'OMIX, qui est un partenaire industriel, qui est le chef de file de l'organisation et qui est l'entreprise qui s'occupe de tout le développement technique de P4DP. Donc, l'OMIX est la partie industrielle et qui développe P4DP. Et ce sont l'ensemble des partenaires qui fournissent les spécifications et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour fonctionner, P4DP a besoin de partenaires et ces partenaires, ce sont les éditeurs de logiciels de gestion de cabinet. Aujourd'hui, alors attendez, je regarde si la slide est à jour. Oui, elle semble à jour, sachant qu'on est en train de finaliser également avec Doctolib et Medistory. Et on en a d'autres qui sont en passe d'être intégrés. La seule chose, c'est que pour chacun des éditeurs, on doit mettre en place des ateliers technico-fonctionnels pour récupérer les données. Et même si on est nombreux sur le projet, on n'est pas assez. Donc là, pour le moment, on travaille avec les éditeurs qui sont présents là. Et ensuite, on absorbera les autres. L'objectif, c'est d'essayer de couvrir un maximum d'éditeurs de logiciels. Vous allez comprendre pourquoi après. Ah oui, alors, excusez-moi, je vais préciser quelque chose. Bien évidemment, ce sont les médecins généralistes qui sont au cœur du système. Sans les médecins généralistes, il n'y a pas d'entrepôt P4DP. Alors, globalement, comment ça se passe? On récupère auprès du cabinet médical, on se connecte sur le cabinet médical, sur la structure. Alors, soit les données, on les récupère via l'éditeur et bien évidemment avec le consentement du médecin généraliste. Je vais vous expliquer la phase de consentement après. Ou alors, on positionne pour les éditeurs de logiciels qui ne sont pas en mode SaaS, on positionne dans la structure un agent de collecte, un agent de transfert qui a été créé par l'OMIX et qui nous permet d'aller capter les données sur le logiciel depuis la structure et de les récupérer pour les injecter dans l'entrepôt P4DP. Donc, il y a deux canaux de récupération des datas. La première, c'est l'agent de transfert quand l'éditeur de logiciel n'est pas en mode SaaS. Et la seconde, c'est le mode SaaS où là, c'est beaucoup plus simple puisque on communique de base à base. Donc, P4DP en quelques lignes. Donc, on utilise les données de santé de la patientèle des médecins généralistes pour améliorer le parcours de soins français. On utilise ces données de santé en soins primaires et on va les chaîner aux données de la Caisse nationale d'assurance maladie via le HDH. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir une vision plus long terme, de mieux comprendre et d'analyser les évolutions avec la science des données. Bon, ça, je vous laisse le lire, c'est la même chose. Les principaux retours de P4DP vers les médecins généralistes et les chercheurs. Donc, il n'y a pas que les médecins généralistes, il y a aussi les chercheurs. Pour les médecins généralistes qui participent avec nous, alors il faut savoir que les médecins généralistes, ils n'ont pas de contribution financière, ni les éditeurs d'ailleurs. On n'a pas le budget, on n'a pas les moyens de financer qui que ce soit. Donc, toutes les personnes qui participent à P4DP, qui donnent leur accord pour qu'on puisse collecter les données, elles sont vraiment dans la perspective de soutenir le soin primaire en France et d'améliorer les processus. Donc, en contrepartie, ce que l'on fournit aux médecins généralistes, ce sont des tableaux de bord dynamiques qui sont construits avec eux-mêmes. On a déjà eu beaucoup d'ateliers avec eux et qui vont nous permettre de leur mettre à disposition des indicateurs par rapport aux données de leur patientèle dans leur structure au niveau départemental, régional et national. Pour les équipes de recherche, on a déjà pas mal de projets qui sont initiés. On va leur mettre à disposition des data marts depuis l'entrepôt. Donc, ces data marts seront contrôlés via nos médecins DIM, puisqu'au sein de l'équipe, nous avons des médecins DIM. Et puis, voilà, donc une aide au pilotage des protocoles des MSP et des autres structures.
Donc, bien évidemment, P4DP contribue aux enjeux pour le système de santé. Donc là, c'est une slide que l'on met à chaque fois pour bien comprendre où est-ce qu'on se positionne et que c'est effectivement dans le cadre de France 2030. Donc, celle-ci, on la voit partout, donc je vais la passer assez vite. Je reviens sur le consortium que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, il y a un consortium avec 6 acteurs. Chaque décision prise pour P4DP se fait en accord avec l'ensemble des membres du consortium. Le projet P4DP a été découpé en silos qui ont été validés avec la BPI. Donc, le premier lot qui est le pilotage de l'ensemble du projet. Donc, l'OMIX, les 2 universités et le CNGE. Ensuite, il y a un lot réglementaire qui est piloté par le CHU de Rouen. Et il y a un lot déploiement technique et conception et déploiement technique qui est piloté par l'OMIX et par Université Côte d'Azur. Un lot déploiement terrain piloté par le CNGE et l'Université de Rouen, le HDH pour le lot 5 et l'exploitation, l'OMIX, les 2 universités et le CNGE. Je vais regarder juste ce qu'il y a après parce que je crois que j'ai oublié une slide hyper importante ou pas. Non, je l'ai, tout va bien. Je reviens en arrière. Donc, globalement, comment ça se passe au niveau on va dire, la structure de l'EDS? Donc, globalement, on doit en premier lieu obtenir l'accord des médecins dits investigateurs, qui sont les médecins généralistes. Donc, le CNGE, qui collabore beaucoup avec eux, a mis à disposition sur le site investigateur du CNGE un formulaire pour recueillir des données sur les médecins généralistes. Et nous, on y a ajouté une information relative à P4DP où on leur demande à ces médecins généralistes s'ils sont d'accord pour participer à P4DP. Donc, bien évidemment, dans chaque région, on a des médecins référents P4DP qui font la promotion de P4DP et à quoi ça va servir et ce que ça peut apporter à l'ensemble du système de soins. Et les médecins investigateurs, quand ils sont sur le site CNGE, peuvent acter qu'ils souhaitent participer à P4DP. Donc, ça veut dire quoi de participer à P4DP? Ça veut dire qu'ils acceptent que l'on collecte leurs données. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de démarches réglementaires autour de tout ça. On a mis à peu près 2 ans pour caler tout ça avec la CNIL et avoir l'accord de la CNIL. Donc, je vous passe tous les détails réglementaires autour de tout ça. Mais donc, un médecin généraliste va sur le site investigateur et dit « Ok, moi, je veux bien participer à P4DP ». Il y a tout un process avec les assistants qualité des données et les médecins référents qui se met en place. Et une fois qu'on a récupéré l'information, on peut acter, après maintes et maintes contrôles sur d'autres choses réglementaires, que le médecin peut participer à P4DP. Et là, donc, on va activer pour le médecin un compte avec un identifiant et un mot de passe sur lequel il pourra se connecter pour accéder à ces tableaux de bord. Donc, non seulement ça nous donne le go pour pouvoir les collecter les données, et ça part dans un tuyau à part, puisque là, on met tout un process en place avec des assistants qualité de données qui prennent le relais avec chacun des médecins. Et d'un autre côté, ça leur donne accès aux futurs tableaux de bord auxquels ils pourront avoir accès quand on va faire le Go Live en octobre 2025. À partir du moment où une structure donne son accord pour participer à P4DP, alors ce qu'il y a d'important, c'est que pour qu'une structure de soins puisse participer à P4DP, il faut que l'ensemble des médecins de la structure soient d'accord pour participer à P4DP. Si un médecin ne souhaite pas participer à P4DP, on ne peut pas onboarder la structure. Ce n'est pas possible. C'est soit tout le monde est d'accord ou soit on ne peut pas. Pour le moment, tout le monde est d'accord. Après, ils s'arrangent entre eux pour peser le pour et le contre. Et si vraiment il y a besoin d'un arbitrage, bien évidemment, on intervient. Ensuite, on identifie au sein de la structure si l'éditeur de rattachement est cloud ou s'il ne l'est pas. S'il est cloud, on sait qu'on va pouvoir récupérer les données via une API sécurisée qui est mise en place. Ou soit on va installer un agent de collecte sur la structure via l'assistant qualité de données qui a déjà pris contact avec lui, qui va reprendre contact avec lui pour installer le logiciel. Alors ensuite, on collecte les données et on fait le pré-traitement. Donc tout ça, c'est réglementé par la CNIL.
On stocke les données, on dissocie les données entre nominatives, pseudonymisées, non nominatives et la table de correspondance. On fait le traitement et ensuite, une fois que les données sont traitées, on met à disposition les datas pseudonymisées sur les tableaux de bord dans les espaces chercheurs et un espace d'image. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro? Merci. C'est bon. Donc voilà. Alors, slide suivante. Il veut pas, il veut. Je n'ai plus la main. Alors, oui. Alors, super, merci. Au niveau du développement terrain, comment ça se passe? Donc là, vous avez une représentation des médecins référents qui sont présents aujourd'hui sur le territoire. Donc, on avait un objectif de 35 médecins référents. On les 35 régions et on les a. Dans chaque région, on a positionné un médecin référent, donc qui est la personne qui coordonne et qui fait la promotion de P4DP en région. Donc là, vous voyez que les médecins référents, ils sont indiqués en bleu et les AQD, c'est le binôme terrain du médecin référent qui est également présent dans certaines régions. L'ensemble, les AQD sont financés dans le cadre du projet, donc financés par la BPI. Donc là, vous voyez qu'on a aussi en Martinique, en Guyane et à La Réunion, et que pour le moment, on n'a pas encore identifié d'AQD. Donc, c'est-à-dire que si demain, à La Réunion, on a une dizaine de structures qui est éligible via X contrôles réglementaires et techniques, on ne pourra pas déployer tout de suite puisqu'on n'a pas identifié d'AQD. L'AQD a un rôle central sur PKDP. Un, pour initialiser la collecte des données, et deux, l'assistant qualité des données, comme son nom l'indique, va avoir une mission hyper importante de contrôler la qualité des données qui vont être collectées au sein de l'entrepôt pour effectivement aider aussi les médecins généralistes peut-être à mieux saisir les données pour qu'on puisse mieux les traiter et faire performer l'ensemble des traitements des données. Je continue ou pas, et il ne veut pas. Merci. Bon, là, je vous donne quelques exemples de tableaux de bord qui vont être réalisés. Donc, caractéristiques de la patientèle. Bon, ben voilà, on peut faire des répartitions par âge, pyramide, les professions représentées, les répartitions par sexe, etc. On va avoir des curseurs qui vont permettre aux médecins généralistes d'avoir différents filtres. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, on a les antécédents codés. Donc oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on ne demande pas aux médecins généralistes de coder les informations, on s'en occupe, on récupère les données, on les code et on les code nous-mêmes. Donc là, toujours le même nombre de patients, nombre de patients avec un ATCD codé en CIM10, pourcentage de patients, les pathologies, etc., etc. Slide suivante, je crois que ce sera la dernière. Un autre exemple de suivi des patients diabétiques, donc au sein d'une structure où je ne sais plus si c'est j'ai plus les références par rapport à ces exemples de tableau de bord. Et je crois que c'est la dernière slide ou pas. C'est la dernière slide. Merci. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus synthétique possible par rapport au temps alloué. Et j'écoute vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais une au moins, mais je pense qu'il y en a une dans le chat, non, Angélique? Oui, on a une question. C'était quel type de données sont disponibles sur P4DP? Toutes les données en soins primaires. Alors, ce que je vais pouvoir vous donner comme information plus précise, puisque j'ai l'information qui n'est pas trop loin. Alors, attendez, bougez pas. J'écoute une autre question en attendant, si vous Oui, voulez. parce que du coup, je peux compléter sur la partie données à disposition. J'imagine que, évidemment, on va retrouver toutes les données cliniques du patient qui concernent son dossier, le poids, la taille, la tension. Mais est-ce qu'on va colliger les résultats d'analyse biologique, par exemple, que le Oui. médecin généraliste reçoit? Voilà, ça c'est.
Oui, tout à fait. Ça, c'est prévu aussi. Alors, attendez, je vois que c'est important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous demande juste 30 secondes. Allez-y, allez-y. Je vais vous dire clairement ce qui va être livré et à quelle échéance. Pouf, c'est ici. Ouais, dans un quart d'heure, Alors, on y va. Je vais chercher la slide. Allez, il faut que ça s'affiche. Voilà, ici. Pouf. Voilà. Donc, globalement, quel type de données vont être prises en compte? Donc, effectivement, les data patients, donc les informations médecins, consultations et médicaments. Donc, ça, c'est ce qu'on va livrer en temps 1 en octobre. Ensuite, on va avoir en temps 2, c'est-à-dire début d'année prochaine, les data diagnostiques, motifs de consultation, historique de santé des patients. Ensuite, sur le trimestre suivant, il y aura les data biométriques, prescription paramédicale, prescription d'examen et résultats. Avant l'été, pour l'été 2026, il y aura les datas des procédures de soins, donc vaccination, les observations médicales et les symptômes. Et ensuite, la dernière, ce sera les documents, donc tous les comptes rendus que l'on pourra avoir, donc dont les différents comptes rendus qu'on pourra avoir. Donc là, c'est à peu près les 5 lots qui vont être livrés entre octobre 2025 et septembre 2026. Ok. Je crois qu'il y avait une autre question. Ben, entre-temps, Alors, on vas-y, avait, vas-y. oui, quelles ont été les principales difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du PKDP? L'aspect réglementaire nous a pris beaucoup, beaucoup de temps puisque c'est conséquent. On doit vraiment respecter tous les supports AIPD et tout ce qui s'ensuit et le temps de mettre tout ça en œuvre. Du coup, on ne pouvait rien initier sans qu'on ait eu un accord de la CNIL sur le fait qu'on puisse collecter les données telles qu'on l'envisageait. Donc, je dirais que ça a été tous les échanges pour être compliant CNIL qui ont été vraiment structurants pour la suite. Et ensuite, comme il y a eu la preuve de concept Primèche qui était basée sur Rouen et Nice, on savait que ce type d'entrepôt était très attendu. On n'a pas eu de mal à référencer des médecins pour nous accompagner. Et puis, techniquement, étant donné qu'on est tous de la partie, qu'on fait participer les médecins et qu'on fait participer des équipes de recherche, c'est pas que c'est simple, mais on sait de quoi on parle. Donc, c'est vraiment au niveau réglementaire où, effectivement, le CNQ de Rouen a eu beaucoup de travail pour nous guider, pour nous aider et pour faire avancer le dossier que l'on a déposé. Moi, j'avais une petite question. Combien est-ce qu'on a aujourd'hui de médecins généralistes à titre individuel qui ont donné leur accord? Et est-ce que les CPTS vont être inclus, par exemple, les données des CPTS, comme il y a des médecins généralistes forcément dedans, vont être incluses dans votre entrepôt de données? Alors, nous, on ne collecte que les données en soins primaires Hmm. des médecins généralistes. On ne collecte rien d'autre pour le moment. Euh, combien... Alors, l'objectif final de P4DP pour cette première version, c'est d'avoir 2500 médecins participants. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 1000 médecins participants, sachant que pour le moment, on n'a pas trop forcé le trait sur l'engagement des médecins, puisqu'il fallait qu'on sache à peu près quand est-ce Hmm. qu'on allait pouvoir ouvrir l'entrepôt. Et l'ouverture de l'entrepôt, on a acté définitivement par rapport à tout ce qui s'est débloqué suite à l'autorisation CNIL. On a le planning que je vous ai évoqué, là, les 5 jalons que je vous ai évoqués, on les a présentés en comité stratégique de P4DP il y a 10 jours sur Nice. Devant l'ensemble des institutions et il a été acté il y a 2 mois. Donc là, on est en phase on redynamise et on finalise d'aller chercher nos médecins.
Et ensuite, on peut aller chercher des médecins en fonction des éditeurs aussi qui ont accepté de travailler avec nous. Donc là, Doctolib est en passe de signer avec nous, donc on va pouvoir, je pense qu'on va être au-delà des 2500 médecins généralistes. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Très intéressant parce qu'on verra qu'un jour, quand on va pouvoir croiser les données de ville et les données d'hôpital, alors ça va être Exactement. absolument génial. Du coup, Mm. on va faire la transition si vous le voulez bien. Mais vraiment, merci beaucoup pour cette initiative et cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Madame Dunoyer pour l'entrepôt de données de santé Là. montpelliérain, puisque on a la chance d'avoir en Occitanie deux entrepôts de données qui sont là aujourd'hui. Et donc, Caroline, c'est à vous. Et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bon, je vois que c'est une vieille photo. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc l'entrepôt de données du CHU et vous expliquer un petit peu déjà quelles sont les données disponibles et puis finalement ce qui vous intéresse sûrement, comment vous pouvez y accéder. Donc, j'ai essayé de faire avancer la diapo, mais moi également, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'en faisant un petit clic pour prendre la main avec la J'ai fait un souris? petit clic déjà. Ouais. Angélique, vas-y peut-être. Hop. Voilà, diapo suivante, la diapo encore d'après. Voilà. Donc en fait, l'entrepôt de données de santé du CHU, d'abord c'est un entrepôt de données de santé du Languedoc. Il n'a pas vocation à rester initialement centré sur le CHU, même si pour le moment la majorité des informations qui sont incluses correspondent à celles du CHU. Donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser un maximum d'informations qui sont recueillies dans le cadre du soin pour alimenter un entrepôt qui peut après donc servir à toutes les utilisations secondaires possibles dont a pu parler Anaïs, que ce soit dans le cadre d'activités internes de pilotage de l'établissement ou bien que ce soit pour en fait supporter des activités de recherche ou construire des partenariats avec des partenaires externes. Donc, en fait, les données, elles viennent du système d'information hospitalier du CHU. Aujourd'hui, ce qu'on récupère, c'est à la fois les données de notre dossier patient informatisé et de tous ces satellites, en particulier les plus importants qui correspondent à la gestion de tout ce qui est la prescription pharmaceutique, la partie biologique, mais on a également une récupération de données en provenance des logiciels d'anesthésie, du logiciel d'Anapat, donc des produits qui permettent d'assurer la facturation de l'activité de l'établissement, que ce soit pour le PMSI qui contient aussi beaucoup de données sur les activités qui sont réalisées pour les patients, ou que ce soit la partie facturation administrative qui permet du coup de disposer de données sur les moyens d'assurance des usagers. Donc, toutes ces données, elles ont été collectées depuis de nombreuses années. Donc, en fait, l'entrepôt de données du CHU, ça représente quand même des volumes d'informations assez importants, comme vous le voyez. Bon, je pense que les chiffres, ils sont plus trop à jour, puisqu'on n'a pas intégré les chiffres des établissements du GHT, mais c'est plusieurs millions de patients, des dizaines de millions de séjours et de mouvements, c'est-à-dire de découpage des séjours en mouvements plus fins qui permettent de bien appréhender le parcours du patient à l'intérieur de la structure, des millions d'actes et de consultations, des millions de rendez-vous, voilà, beaucoup de données biologiques, bien entendu, parce que c'est des domaines qui sont organisés et structurés depuis longtemps, mais aussi des prescriptions, des médicaments, des dispositifs médicaux implantables, et puis surtout, cette partie qui est un peu nouvelle, qui apparaît sur la droite de la diapo, c'est beaucoup de données cliniques à travers tous les recueils structurés qui sont réalisés dans notre DPI, qui sont à la main des différents services de spécialité. Donc, on va avoir des données très spécifiques, par exemple, sur la cardiologie ou sur les autres spécialités. Et puis, surtout, un énorme stock de documents qu'on utilise de plus en plus, qui au départ ont fait partie des challenges quand on représentait en fait l'intégration dans l'entrepôt, parce qu'il a fallu pseudonymiser tous ces documents, c'est-à-dire enlever toutes les informations identifiantes sur les patients et les professionnels. Maintenant, il y a une procédure bien rodée qui permet du coup de tirer parti de toutes ces informations. Voilà. Et ce modèle qui a été déployé sur le CHU,
on va le déployer progressivement également sur les autres établissements du GHT. Contrairement à d'autres plateformes qui ont en fait des entrepôts dans chaque établissement, nous, l'objectif, c'est bien de consolider l'ensemble des informations des patients, qui sont souvent des patients communs entre les différents établissements, puisqu'on est un établissement de recours, et tout consolider en fait dans l'entrepôt des données de santé du Languedoc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je ne crois pas que j'ai la main, j'arrive pas à passer. Voilà. Alors ça, c'est la théorie. Ça, c'est un schéma un peu, qui vous explique un petit peu les étapes pour que vous compreniez bien les difficultés. C'est qu'on part en effet de notre système d'information, mais en fait, on ne peut pas utiliser les données directement dans l'entrepôt de données, l'entrepôt de données santé recherche. Donc, il va y avoir tout un tas de transformations qui vont être réalisées. Et également aussi toutes les opérations qui sont importantes pour obtenir les autorisations de la CNIL, de pseudonymisation des données. Donc, je vous ai parlé des documents, mais c'est vrai également pour toutes les autres données, puisque tout ce qui va se situer dans ce fameux data lake que j'ai mis au milieu et tout ce qui va se situer dans la partie EDS qui est à destination de la recherche et qui donc va être ouvert à l'ensemble des acteurs. Tout ça, c'est des données qui ne doivent plus permettre de réidentifier les patients. Donc, il y a beaucoup de processus assez complexes qui sont mis en œuvre pour conserver bien à part l'identité du patient, parce qu'on a là quand même la nécessité pour certaines missions de réidentifier les patients, mais également aussi de pouvoir assurer la qualité des données, le suivi, essayer de savoir d'où cette donnée est issue, puisqu'il y a une notion de traçabilité des données qui est aussi importante. Et tout ça, après, ça va être du coup déversé dans un troisième espace, donc, dont je vous parlais, le DS Recherche, qui va être l'espace après qui va être ouvert aux investigateurs, qui va permettre de sélectionner des données et puis de les mettre à disposition, où là, on va essayer de les organiser d'une façon qui soit compatible avec la mise en commun de ces données avec d'autres entrepôts de données santé en France, mais aussi en Europe. Et donc, au niveau du CHU de Montpellier, on a décidé d'organiser les données avec un modèle qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle OMOP, qui permet à la fois de définir les modalités de structuration des données, mais aussi quelque chose qui est très important et dont on ne parle peut-être pas suffisamment, mais aussi les vocabulaires dans lesquels on va décrire les données. Donc tout à l'heure, Madame Bastiment, fais attention, a cité par exemple la CIMDIS. La CIMDIS, c'est une nomenclature internationale qui permet en fait de décrire l'ensemble des maladies, mais on va retrouver des nomenclatures pour tous les types d'informations qu'on va vouloir utiliser et qui doivent être communes, parce que si à Montpellier, par exemple, on appelle une glycémie, un examen de glycémie avec un nom, et puis qu'à Toulouse, on n'utilise pas le même nom, ça veut dire qu'on ne pourra jamais mettre en commun ces données. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont nécessaires pour faire en sorte que les données, elles soient exhaustives, elles soient de bonne qualité, elles soient cohérentes, elles soient organisées de façon à être facilement partageables, et tout cela aussi de manière efficace, parce que ça représente vraiment des gros volumes de données. Alors, je vais essayer de passer à la diapo suivante si j'y arrive, mais ça marche toujours pas. Désolée Angélique, vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, l'autre chose qui est compliquée quand même du point de vue des utilisateurs externes, ou d'ailleurs même internes finalement, parce qu'on se rend compte que normalement, ils devraient comprendre quelles sont les données qui sont disponibles, puisqu'elles sont issues de notre propre système d'information, c'est qu'en fait, il faut être en capacité de décrire finalement les données qui sont disponibles pour les futurs utilisateurs. Donc, à Montpellier, nous avons participé à un programme européen qui nous a permis d'avoir ce type de visuel pour un petit peu représenter les données. Bon, la première n'est pas très informative, puisqu'on se doute bien que dans la population, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, donc on retrouve ce même équilibre dans nos patients. Mais par exemple, on voit sur celui qui est par exemple en bas de schéma, on voit bien que du coup, on est en capacité avec ce schéma d'appréhender que au CHU de Montpellier, on a des patients qui viennent, qui sont là depuis très longtemps, parce qu'on
on a un grand historique de données, mais également que donc on a des patients de tout âge, des patients jeunes ou des patients plus âgés, ce qui n'est pas le cas de tous les entrepôts, en particulier des entrepôts thématiques, où les populations peuvent être plus restreintes. Et puis, on a aussi un peu une idée des différentes proportions qu'il peut y avoir des données, et ça peut aller jusqu'à des informations qui sont beaucoup plus précises sur le fait qu'il y ait tel ou tel type de population qui a telle pathologie dans l'entrepôt. Voilà. Donc, en fait, il y a un grand travail à faire pour essayer de décrire au mieux les données qui sont disponibles chez chaque détenteur de données. Et il y a des travaux qui sont réalisés en commun, d'ailleurs, avec le HDH et les autres établissements, pour essayer d'avoir une méthode de description des données qui sont présentes chez chaque détenteur de données, de façon à faciliter l'orientation des demandeurs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vous ai mis quelques projets qui ont été réalisés pour vous donner un peu une idée de ce qui est possible de faire. Donc, il y a tout type de projets. Bon, il y a beaucoup de projets internes puisqu'on commence à peine à mettre en place les processus pour pouvoir travailler avec des investigateurs externes, mais il y a plusieurs projets actuellement qui sont à l'étude. Donc, on voit qu'en fait, il y a des projets qui concernent des données très différentes dans ces quelques exemples. On a pas mal de projets sur tout ce qui concerne les services de médecine d'urgence et je retrouve un certain nombre de points communs avec l'entrepôt P4DP, puisque c'est aussi une façon d'appréhender mieux la population locale qui a recours aux services de santé. Mais on a également des fois des projets qui sont très précis sur une thématique vraiment particulière où on va devoir faire une sélection de patients et puis sélectionner des données qui quelquefois sont complexes. Et puis, je vous ai mis aussi ce projet qui a été fait avec l'INSERM sous la direction de Grégory Nino, où en fait, on a fait où on a en fait utilisé essentiellement que les données textuelles. Donc, on est en capacité aujourd'hui de faire ce type de projet. Donc, l'objectif, c'était d'essayer de voir quelles étaient les approches complémentaires des patients par rapport à la médecine classique et quelles pouvaient être les interactions avec des traitements, parce que des fois, il peut y avoir des interactions qui sont enfin, voilà, pas forcément positives pour les patients. Et c'est également une façon de voir aussi si les professionnels de santé prenaient en compte cet élément dans la prise en charge des patients. Et donc, du coup, ça nous a amené à mettre en place des process de traitement de documents, de notes médicales, de notes infirmières pour pouvoir en fait rechercher un certain nombre d'informations. Donc, c'est des projets qui sont coûteux, mais qui permettent en fait de répondre à des questions auxquelles on ne peut pas toujours répondre avec des données structurées. Diapo suivante, merci. Bon, Anaïs l'a dit, il y a un cadre réglementaire qu'il faut respecter. Donc, avec c'est ce fameux référentiel CNIL qui impose plein de choses, à la fois sur la partie gouvernance, la partie information patient, la partie sécurisation, contrôle d'utilisation, et puis cette partie importante aussi dont je vous ai parlé sur la pseudonymisation des données. Donc, à Montpellier, nous avons fait le choix de demander une autorisation pour pas mal de raisons. D'abord parce qu'on a beaucoup de données qui sont assez anciennes, comme on a pu le voir sur le graphique précédent. Et donc, le référentiel CNIL, normalement, il autorise une profondeur de 20 ans. Donc, nous avons discuté avec la CNIL pour pouvoir en fait, conserver la totalité de nos données, c'est-à-dire une profondeur de 40 ans. Et puis également, il y avait beaucoup d'utilisations qui étaient faites au CHU de Montpellier, des données qui étaient déjà préexistantes avant la construction de l'entrepôt de données de santé recherche, pour des usages internes, en particulier pour assurer la qualité des soins, pour de la pharmacovigilance, pour le pilotage de l'établissement. Et le référentiel CNIL, de ce point de vue, est assez restrictif. Donc, en fait, on voulait étendre les possibilités d'utilisation des données d'entrepôt pour des cas d'usage particuliers au CHU. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait une demande d'autorisation. Alors, c'est très long, très compliqué. On est obligé, en fait, de justifier chaque demande. Et du coup, en fait, on a fini par avoir l'autorisation donc l'année dernière de la CNIL, ce qui nous donne la possibilité d'utiliser maintenant les données d'entrepôt, en particulier
dans le cadre qui n'est pas réglementé par la CNIL et qu'a présenté tout à l'heure Anaïs. D'ailleurs, jusqu'à présent, on s'en servait essentiellement pour des projets internes monoservices. Là, maintenant, on a la possibilité du coup d'utiliser ces données dans tous les cadres possibles, y compris dans des recherches qui peuvent être multicentriques, c'est-à-dire avec l'apport de données d'autres établissements ou d'autres entités. Diapo suivante. Alors, en pratique, donc si vous voulez accéder aux données de l'EDS du CHU de Montpellier, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Donc, il y a un guichet finalement d'entrée qui a été mis en place. Donc, vous avez une adresse mail qui est là. Et puis, vous avez également du coup le QR code qui permet d'aller sur la page Internet de l'EDS pour pouvoir récupérer le kit de demande. Voilà. Donc, en gros, comment ça va se passer pour un industriel, puisque la partie interne, je suppose, vous intéresse moins. En fait, l'industriel va prendre contact, va formuler son besoin dans les grandes lignes. Il va y avoir des échanges de faisabilité avec l'équipe qui s'occupe de l'entrepôt de données de santé. Et si on considère que finalement cette demande est gérable, qu'on va pouvoir travailler avec l'industriel, à ce moment-là, il y aura une instruction plus approfondie qui va avoir lieu. Donc, il risque d'y avoir quelques réunions. Et comme en fait, vous avez compris que les données, c'est quand même compliqué, que ce processus peut prendre du temps. La décision qui a été prise récemment au CHU de Montpellier, c'est finalement de facturer cette préétude aux porteurs industriels. Et logiquement, toute cette procédure va arriver à définir un devis qui sera proposé à l'industriel une fois qu'on se sera bien entendu sur l'ensemble des données qui vont devoir être mises à disposition et surtout aussi voir s'il y a des traitements spécifiques comme celui que je vous ai parlé tout à l'heure sur les documents qui doivent être mis en place parce que du coup, ça augmente le coût finalement de la mise à disposition des données. Et donc, tout ça, ça va être estimé et on présentera un chiffrage du coût de réalisation de cette mise à disposition de données par le CHU. Si l'entreprise, du coup, accepte le devis, à ce moment-là, il y aura en parallèle l'envoi du kit qui va permettre après de faire passer finalement la demande devant le CSE, qui va donc donner son avis sur en fait les aspects scientifiques et éthiques du projet. Et également, il y aura une analyse juridique, puisque forcément, il va y avoir certainement un contrat qui va être mis en place entre l'industriel et le CHU. Donc, vous voyez que en fait, le processus n'est pas simple, mais qu'il est de mieux en mieux défini. Au CHU, donc, on a mis un ensemble de moyens à disposition qui n'existaient pas avant. Donc, il y a donc un secrétariat qui reçoit les demandes. Il y a quand même de la ressource juridique pour analyser les contrats. Donc, tout ceci se met en place petit à petit. Au fur et à mesure des retours qu'on a sur les différents projets, on essaie d'améliorer les processus. Voilà, je pense qu'il me reste une dernière diapo, deux dernières diapos. Diapo suivante. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous aurez à remplir dans le cadre en fait de ce qui va être présenté au CSE. Donc ce synopsis, il a été adapté pour l'établissement de Montpellier, mais il est fondé sur des propositions qui ont été faites au niveau du HDH, qui ont été reprises par chaque établissement, qui les ont adaptées en fonction du process interne. Et dans ce synopsis, vous voyez que pour, par exemple, un porteur académique ou d'ailleurs un industriel, c'est pareil. En fait, on va vous demander est-ce que vous voulez solliciter les données d'entrepôt, puisqu'on a des projets internes qui passent sans entrepôt. Et diapo suivante, je voulais aussi vous montrer un petit peu voilà, à quoi ça va ressembler un devis. Là également, il y a eu des travaux au niveau national pour réfléchir de façon à ce que tous les établissements aient le même type de devis. Donc, vous voyez apparaître sur cette diapo un petit peu ce qui va vous être proposé en termes de facturation et qui correspond en fait aux différentes étapes
qui vont conduire à la mise à disposition des données, et y compris la facturation éventuellement d'une infrastructure de stockage et d'exploitation des données qu'on va devoir mettre à votre disposition. Voilà. Je pense que j'ai terminé. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que je pense que grâce en fait à l'appel à projet EDS, on a beaucoup progressé sur tous ces aspects de gouvernance, de mise en place d'outils, de mise en place de structures. Je pense que du coup, on est plus armé qu'il y a 1 an ou 2 ans pour pouvoir en fait répondre à des demandes externes, ce qui était quand même assez compliqué auparavant, simplement parce qu'il n'y avait pas d'organisation qui avait été réfléchie à l'interne, et ni de moyens d'ailleurs identifiés pour le faire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci en tout cas pour cette intervention parce que c'est très, très concret. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, évidemment, Dès je qu'on parle suis d'argent. je suis devancé parce que j'allais un peu poser la même question. Donc oui, est-ce qu'on a des éléments de coût? Parce que du coup, ce qu'on entend et ce que ça peut se comprendre, j'imagine, c'est que avant d'avoir le devis pour l'accès aux données, il va falloir avoir un devis sur la faisabilité. Ça va, Oui. ça va représenter un coût. Et c'est des coûts qui sont de quelle nature? C'est des forfaits? C'est indexé sur quoi? Alors, ce n'est pas des forfaits. Je pense que dans les travaux qui ont été communs, hein, tous les entrepôts de données de santé ont largement participé et qui ont été menés par le HDH. Le principe, ça a été de se baser sur les EDS qui avaient déjà mis en place. Alors, une tarification, encore une fois, je répète, c'est la tarification. Vous l'avez vu, les étapes qui sont proposées, c'est des étapes de mise à disposition de projet. Peut-être on peut revenir, s'il vous plaît, Angélique, sur la diapo précédente. Donc en fait, c'est vraiment de la mise à disposition. On ne fait pas payer les données, mais ce qu'on va finalement se faire rembourser, on va dire ça, les choses comme ça, c'est tout le travail qu'on va mettre en œuvre de façon à pouvoir après vous mettre à disposition les données. On voit qu'en fait, toute la partie réglementaire, ben, ça mobilise des ressources en interne. Il y a un juriste, il y a notre DPO qui intervient souvent, il y a un méthodologiste pour les aspects après traitement de données éventuellement qui peut intervenir. Donc il y a beaucoup de ressources qui sont prises en compte. Et donc en fait, ce n'est pas un forfait qui va être quantifié, c'est une estimation de la charge réelle en termes de personnel qui va être mobilisé pour en fait pouvoir arriver à vous fournir les données. Et donc, on aura aussi la même chose évidemment pour l'infrastructure. Il y a notre DNS qui s'est mis en ordre de marche pour estimer ben, quel est le coût pour fournir une machine qui puisse accueillir les données, qui puisse accueillir les logiciels qui permettent de réaliser les traitements de données. Voilà. Donc, tout ça fait que le montant des projets est assez variable en fonction en fait de plein de paramètres qui concernent en particulier bah, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pré-traitements spécifiques à faire supplémentaires par rapport en fait aux données qui sont disponibles immédiatement? Donc ça peut être relativement peu cher si par exemple vous voulez des données de biologie, des données qui sont déjà bien structurées, bien organisées, facilement disponibles. Et par contre, ça peut du coup avoir un coût assez élevé s'il faut qu'on fasse appel à des techniques de deep learning pour pouvoir en fait aller extraire des informations à partir de nos documents, ou même qu'on mette en place éventuellement des traitements avec des LLM, puisqu'on fait de plus en plus ça aussi pour le traitement de texte. Donc on voit bien que les coûts dans ce cas-là ne seront pas les mêmes. Donc les Mais du projets aujourd'hui, il y a vraiment des fourchettes qui sont très très larges en fonction Ça des fait projets. ouais, oui, ça c'est tout à fait logique. Du coup, moi, ma question, c'était sur le montant que va devoir payer un industriel pour la faisabilité, puisque j'ai compris que avant Ah, d'avoir un euh, tarif pour l'accès aux données, il y allait y avoir l'examen du dossier payant. oui. Ça, c'est de quel ordre d'idée? Alors, on n'a pas encore fixé un prix officiel, mais par contre, ça va pas être des milliers d'euros, hein. Je pense que ce sera, bah, faites comme un devis de plombier, très certainement, quand vous voulez faire réparer votre machine à laver. C'est-à-dire, je pense que ce sera pas très cher. L'objectif, c'est vraiment juste de pas avoir plein de sollicitations qui finalement déboucheraient pas, et aussi bah, de permettre le fonctionnement, parce que c'est des ressources qui par ailleurs sont pas simples à mobiliser, comme de la ressource par exemple de juristes
où on a un seul DPO pour tout le CHU. Je vous laisse imaginer un peu le nombre de dossiers qu'il faut qu'elle traite, puisque c'est une dame chez nous au CHU. Voilà, je pense que voilà, ça va être de l'ordre de quelques centaines d'euros. Ça va pas être des milliers. Par contre, on a des fois des devis qui sont assez conséquents, hein. Il n'y a pas longtemps, on a un devis qui représentait plusieurs dizaines de milliers d'euros après derrière. Ça, tout dépend de ce qu'on va mettre en place. Je vois qu'il y a plein de questions. Ben oui, une des questions, c'est évidemment, il y a l'accès aux données. Quid des ressources en termes de calcul? Alors, le CHU de Montpellier a eu la chance de bénéficier de mécénat de la part de Dell. Et donc, maintenant, on dispose à l'interne d'une machine qui est assez puissante, qui permet de faire du calcul. Et il y a des travaux qui sont en cours également pour voir comment on pourrait, pour les projets qui seraient vraiment très gourmands. Alors, pour vous dire, c'est une machine assez grosse avec des GPU qui donc peuvent être, qui pourront, alors pour le moment, tout ça, ça reste encore à définir parce que ça fait pas très longtemps qu'on a la machine, qui pourront être utilisés dans le cadre de projets si vraiment vous voulez faire tourner avec ces données des gros modèles de calcul. Mais on a aussi un travail en cours avec le CINES, qui est le centre de calcul, un des 3 gros centres de calcul français qui se trouve à Montpellier, pour pouvoir en fait, éventuellement être en capacité de fournir des données en provenance de l'entrepôt avec les capacités de calcul, du CINES. Là, bon, je pense que ce sera difficile de faire mieux dans le cadre de ce qu'on peut avoir en termes de puissance de calcul. Voilà. Mais toute cette partie qui a trait à l'utilisation des données, à mon sens, plutôt pour faire de l'IA, c'est encore des questions qui sont en cours d'évaluation et de discussion en interne de l'établissement. Alors après, on a une autre question. As-tu accès à un environnement dédié, c'est-à-dire type bulle sécurisée, avec de l'outillage type notebook, Jupyter, qui peut interroger un data mart dédié à un projet de recherche donnée, y compris Adastra? Oui, oui, y compris Adastra. Adastra, oui, c'est le fameux, c'est la fameuse machine du CINES. Alors, Adastra, pour le moment, c'est vraiment à l'étude. Pour la réponse aux bulles sécurisées, ben, en fait, c'est ce que nous demande la CNIL. Alors aujourd'hui, nous, on est en cours d'acquisition d'une solution, mais on a la possibilité de mettre à disposition les données chez les partenaires qui ont eux-mêmes des bulles sécurisées. On travaille des fois avec le HDH aussi, puisqu'en fait, on peut aussi utiliser leur plateforme pour certains projets. Voilà, donc toute cette partie sur la mise à disposition des données, c'est en cours de montage. On y travaille activement. Ok, ben écoutez, merci parce que du coup, je pense qu'on aura un peu les mêmes questions peut-être pour Tania après. Donc, en tout cas, merci pour cette présentation sur l'entrepôt de données de la partie est de la région, parce qu'en effet, c'est pas que le CHU. Et puis maintenant, ben, je vais céder avec grand plaisir la parole à Tania qui va nous parler de l'entrepôt de données toulousain, mais qui, je crois, lui, a franchi les barrières maritimes. Donc, du coup, Tania, merci d'être avec nous et puis c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Donc, Tania Jouffret, je suis coordinatrice data au service gestion de la donnée du CHU de Toulouse et j'ai accompagné la mise en place technique de l'entrepôt de données de santé et je participe à la stratégie data et IA. Alors, je vais essayer de mon côté de passer les slides. Ça marche. C'est bon. Et c'est merveilleux. Voilà. Donc, un bref rappel historique. En novembre 2023, donc le CHU de Toulouse et le CHU... Ah, trop tôt. Là, vous allez vous faire spoiler. Le CHU de Toulouse et le CHU de La Réunion sont lauréats donc, de l'appel à projet BPI. Donc, le CHU de Toulouse et celui de La Réunion vont se doter d'un entrepôt de données de santé et créer un réseau fédéré qu'on va appeler Health Data 3OI pour Occitanie-Ouest et Océan Indien. Donc, c'est un projet qui est financé en partie par l'État, on l'a vu à plusieurs reprises. Et en juin 2025, nous avons déposé notre conformité à la CNIL et ouvert à nos premiers usages. Donc, c'est tout frais. Voilà. Ah, ça va trop vite. Elle ne veut pas passer cette diapo de réglementaire, hein. Donc, c'est étonnant.
Mettre en conformité au référentiel de la CNIL notre entrepôt, ça a été un défi majeur. Donc, les exigences réglementaires, vous l'avez compris, on l'a vu à X reprises, sont nombreuses et strictes. Donc, pour passer un peu rapidement, l'entrepôt doit exercer une mission d'intérêt public, garantir la qualité et la provenance des données. La minimisation des données est essentielle. Une gouvernance claire aussi doit être mise en place avec des instances dédiées comme un COSTRAT, un comité éthique et scientifique. Ça, on l'a vu aussi plusieurs fois. L'information des patients sur l'utilisation de leurs données est obligatoire. La mise en œuvre d'une 50aine de mesures de sécurité pour protéger l'entrepôt. Et enfin, le transfert de données hors UE qui nous est strictement interdit. L'objectif principal de l'EDS, c'est de faciliter la mise en œuvre de projets dans le domaine de la santé. Ça concerne 4 types de projets. En tout cas, chez nous, ça a été découpé comme ça. Le premier type de projet concerne les projets de recherche qui utilisent des données déjà existantes, avec la possibilité de collaborer avec des partenaires externes, ce qui favorise évidemment l'innovation et le partage des connaissances, comme on vient de le voir. Le deuxième type de projet concerne les études de faisabilité, en fait, pour évaluer la viabilité d'un projet avant son lancement. C'est un petit peu tout ce qui concerne le screening, en fait. Le troisième type de projet concerne plutôt les études qui sont liées à l'optimisation, l'organisation des soins, c'est-à-dire tout ce qui va être études médico-éco et qui permettent en fait d'améliorer la prise en charge du patient. Et pour finir, le quatrième type de projet chez nous regroupe un petit peu les études qui nécessitent l'accès à de la donnée massive pour faire de l'innovation, pour faire de l'IA, de l'aide à la décision médicale. Donc ici, vous pouvez voir la structure de gouvernance telle qu'elle a été mise en place au CHU de Toulouse. Elle est un petit peu proche de toutes les autres puisqu'elle répond au règlement. Donc au sommet, on a la direction générale et la PCME, évidemment, qui assurent une supervision globale. Ensuite, on a le comité stratégique qu'on appelle COSTRAT, qui définit les orientations stratégiques majeures. Ensuite, le comité éthique et scientifique qui garantit que les projets, en fait, ils respectent bien les normes éthiques et scientifiques. En dessous, on a l'équipe opérationnelle qui, via un guichet unique, en fait, va évaluer la faisabilité technique et réglementaire des projets. Et enfin, les porteurs de projets qui sont les acteurs qui développent et pilotent les projets sur le terrain. Après, au niveau du process, on fonctionne sous le même cycle de vie, j'ai envie de dire, que ce que vient de présenter Caroline, donc avec un dossier de soumission, un guichet, etc. Au niveau de l'information patient, l'information des patients du CHU a été réalisée en 2 phases. En fait, on a débuté le 15 mai par une info générale avec une diffusion dans la presse locale, Actu Toulouse, La Dépêche, le site web du CHU. Et puis, à partir de l'ouverture, donc le 18 juin, une information individuelle est envoyée par mail ou par SMS aux patients, accompagnée d'un texte explicatif dans les notes de bas de compte rendu et dans le livret d'accueil. On a également mis en place un portail de transparence, donc pour que les patients puissent consulter l'ensemble des projets de recherche sur données qui ont démarré à compter du 18 juin. Et ce portail permet en fait de dématérialiser les notices d'information et surtout de faciliter l'expression des droits de nos patients. Voilà, je vais un peu vite, hein, vous. OK. Pour illustrer les premiers cas d'usage, alors là, c'est tout frais, vous êtes en avant-première, puisqu'en fait, ce sont nos premiers cas d'usage qui vont passer à notre premier comité éthique et scientifique. Donc, en fait, le premier projet s'appelle Colia, il est dirigé par le docteur Bataillon. Et ce projet vise à collecter en fait des images prises au microscope à partir de prélèvements. Ces images, une fois pseudonymisées, sont utilisées pour développer et valider des algorithmes capables de déterminer en fait si l'image est saine ou si elle présente des lésions. Ça, c'est un premier type de projet. On a un second projet qui s'appelle DIPO, qui lui est un projet sous la responsabilité du docteur Pouette, qui permet en fait d'estimer en temps réel la sévérité d'un patient en réanimation. Donc en fait,
lors d'un séjour en réa, on a plusieurs capteurs qui donnent l'état de santé des patients hospitalisés. Et ce projet va chercher à étudier un moyen d'intégrer en fait l'ensemble des mesures de surveillance dans un système d'IA pour connaître l'état de gravité à chaque instant en fait. Voilà. Et puis pour finir, un autre projet d'une autre que Caroline connaît aussi, pas que je pense, le projet Orchidée qui lui va se concentrer plus sur une surveillance épidémiologique en fait pour anticiper et gérer les risques sanitaires. Donc c'est un projet européen mené par Santé publique France qui va permettre en fait aux autorités d'avoir des indicateurs homogènes et comparables puisqu'en fait il s'appuie sur une méthode de calcul standardisée. Alors, au niveau des perspectives, en fait, en rassemblant et en structurant les données comme ça, ou plutôt, l'EDS offre aux professionnels un accès rapide à une donnée de qualité, ce qui permet d'optimiser le temps médical, le temps de traitement, ce qui est plutôt crucial dans un contexte hospitalier. La normalisation, elle, facilite la diffusion de la donnée de qualité, aussi bien dans le SI qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est pareil, ça fait écho un petit peu à tout ce qui est standardisation, normalisation de la donnée, ce qu'évoquait tout à l'heure Caroline, à savoir l'OMOP, à savoir tout ce qui est, voilà, toute cette normalisation de la donnée. Évidemment, consolider des données selon des référentiels communs. Voilà, donc en fait, ce socle qu'est l'EDS, c'est un facteur clé pour innover, améliorer en continu le système de santé et tout ça en s'appuyant sur des données fiables. Alors, du coup, ça a un petit peu stimulé, ça a un petit peu remué tout ça chez nous. La direction des services numériques a contribué à cette dynamique d'innovation et donc, à ce titre, a travaillé une feuille de route de la donnée au service de l'IA. Donc, intelligence artificielle qui, elle, est soutenue par notre direction générale. Donc, cette feuille de route, en fait, elle va se décliner sur 18 mois. Elle recouvre, entre autres, les thèmes suivants, environnement technique, référentiel, cartographie des données, offre de services, voilà, tous ces chantiers qu'on va attaquer dès la rentrée. Et en attendant cet été, et en attendant la rentrée plutôt, cet été, on va commencer à réfléchir au sujet de la gouvernance en lien avec l'IA, plutôt tourné sur le collège de la garantie humaine. Comment acculturer nos professionnels, essayer de lancer quelques premiers ateliers avec l'idée surtout d'un lab d'innovation pour concrétiser tout ça. Donc, pour finir sur cette note qui est peut-être un peu ambitieuse, mais on se jette. Donc, on projette, envisage, espère, on peut le dire comme on veut, la mise en place d'un espace collaboratif pour réunir en fait les acteurs internes, externes, académiques, avoir une initiative qui créerait un environnement plutôt propice en fait à cette innovation et à la recherche en santé et qui s'articulerait du coup autour de notre entrepôt, qui s'appuierait sur de l'interopérabilité évidemment, avec la mise à disposition d'un environnement technique et d'une équipe pluridisciplinaire pour animer tout ça. Et voilà, un lab innovation qui serait soutenu par notre direction générale. Voilà, j'ai fait au plus vite. Merci Tania, c'est très intéressant. On voit qu'on a deux approches qui sont très complémentaires entre les deux CHU. Enfin, je rappelle qu'il y en a toujours trois parce qu'on dit toujours les deux CHU d'Occitanie, mais n'oublions pas le troisième qui est Nîmes. Mais là, sur le sujet actuel, il n'y a pas d'entrepôt. En tout cas, on voit bien qu'il y a des socles communs et qu'ensuite, après, chacun a sa stratégie. Alors, il y a des questions, bien évidemment. Une question, c'est... mais ça, je pense que le HDH va nous aider à y répondre tout à l'heure. Est-ce qu'on va devoir faire des dossiers pour chaque EDS ou est-ce qu'il y aura un guichet, entre guillemets, commun pour tous les CHU? Donc ça, je pense qu'on va y répondre après, ou mesdames, vous pouvez déjà apporter une première partie de réponse. Vas-y, Tania, si tu veux. Alors là, je laisserai volontiers la parole à Anaïs sur ce point. Mais je me doute, mais non, mais je voulais pas. Non, non, mais ça fait partie de la structuration française. On va y revenir tout à l'heure parce Voilà. que, évidemment, quand on parle de simplification administrative, eh ben, ça se loge là aussi. Et on va, j'imagine, en reparler tout à l'heure. Euh,
Tania, sur Toulouse, il y aura les mêmes devis que sur Montpellier. J'ai compris que c'était une démarche un peu générale. C'est en train de Ouais, se mettre en œuvre aussi. on va utiliser pareil, hein, les livrables des groupes de travail. Après, au niveau modèle économique, nous, on est moins avancé que Montpellier. Donc, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de définir vraiment à quel stade le devis intervient, enfin, comment on va faire. En fonction de la mise à disposition des ressources dans les bulles sécurisées, il y aura évidemment une contribution. Ok, ok. Si vous êtes d'accord, moi je propose, parce que du coup, ça fait le pont avec ce dont doit nous parler Anaïs, pour, entre guillemets, donner une vision nationale de ces questions-là. Donc, Anaïs, si vous voulez bien, je vous donne la parole pour la dernière partie. Et ensuite, on aura à nouveau un range de questions avant la conclusion. Ah, je vois qu'il y a peut-être une autre question. Non, ok, pas pour l'instant. Anaïs, c'est à vous. Merci encore. Alors, donc oui, on va se pencher un peu plus sur, après ces exemples locaux hein, d'entrepôts qui sont très intéressants. Je propose qu'on se penche sur ce qui se passe au niveau national en termes d'action et de politique publique. Donc, on en a déjà parlé de cet appel à projet pour les entrepôts de données hospitaliers. Il est parti du constat qu'il y avait en 2020 une quinzaine d'établissements qui étaient dotés d'un EDS autorisé par la CNIL, hein, le référentiel est apparu en 2021 dans cette volonté de structurer l'écosystème et d'imposer des exigences autour des EDS sur tous les volets de leur création. Et donc, en 2022, le ministère de la Santé lance cet appel à projet dans l'idée d'accélérer l'émergence des EDS et de pouvoir fédérer un écosystème national pour la recherche et l'innovation autour de ces structures. Donc, c'est un appel à projet qui a été mené principalement par le ministère, mais avec la collaboration des ministères qui sont également concernés par les données de santé, en particulier celui de l'enseignement supérieur et celui de l'économie, dans le cadre de France 2030, hein, qui finance une grande partie de l'enveloppe et du coup sous l'égide de BPI France pour les aspects financiers et avec le soutien du Data Hub pour des aspects opérationnels et d'accompagnement de l'écosystème. Donc on parle de 75 millions d'euros au total pour financer à hauteur de 50% les projets sur une durée maximale de 40 mois et chaque projet devait démontrer l'intérêt de son EDS en présentant 3 projets de recherche et d'innovation au minimum. Donc cet appel à projet, il a sélectionné 16 lauréats. Pour vous donner un petit aperçu, je suis allée trop vite. Voilà, ça couvre globalement le territoire. Alors, vous voyez, bien plus de 16 petits points. Ça s'explique parce que pas mal de lauréats se sont présentés sous la forme de consortiums, de groupements hospitaliers, qui représentent du coup plusieurs établissements. Au total, on a 47 établissements ou structures qui sont représentés, dont 29 CHU, une large majorité de structures publiques, dont les CHU, mais aussi quelques groupements hospitaliers, mais aussi des acteurs privés, hein. Il n'y avait pas de restriction à ce niveau-là sur cet appel à projet. Et donc, on retrouve des ESPIC notamment ou des groupements de cliniques. Donc, par rapport à la question tout à l'heure sur l'accès aux données, à savoir que les consortiums régionaux, certains proposent un guichet unique hein, pour accéder aux données de leur hôpital. Ils proposent ou vont proposer à l'avenir. C'est pas forcément d'actualité, je pense, pour l'Occitanie. Après, il y a toute une réflexion à avoir hein, sur la consolidation de ce réseau, son organisation et la manière dont on accède aux données. Pour l'instant, chaque EDS peut donner l'accès à ces données. C'est une exigence de la CNIL hein, que pour l'utilisation, le CSE doit rendre un avis motivé pour que les données soient utilisées, ou alors il faut passer au niveau du CESRES, au niveau national, qui a une autre voie d'accès. Mais c'est vrai qu'on perd l'intérêt de l'accompagnement de l'EDS sur l'accès aux données qui est quand même assez valorisé. Donc voilà pour cet écosystème qui commence à se construire via cette AAP. Notamment, il faut qu'on aille plus loin hein, dans la consolidation de ce réseau. Et notamment, ça passe par une réflexion autour d'une doctrine nationale. L'idée, c'est de s'accorder sur une définition commune des EDS, sur les finalités, les utilisateurs, les données, les accès,
Il y a cet enjeu autour du maillage territorial cible. Donc, on le voit, hein, ça se constitue pas mal autour des CHU, mais les CHU ne représentent pas l'ensemble des données des Français. Donc, comment est-ce qu'on fait pour intégrer les données des CH, les données de médecine de ville également, qui peuvent entrer dans la réflexion, et puis les données de tous les établissements privés. Donc, il faut se poser les questions de quelle manière est-ce qu'on va déployer les entrepôts. Est-ce que c'est chaque établissement ou est-ce qu'il vaut mieux mutualiser avec des ressources déjà présentes, quelles connexions et quels accès, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et le nerf de la guerre, c'est bien sûr le financement. Comment est-ce qu'on finance dans la durée cet écosystème d'entrepôts hospitaliers, avec quels moyens, quel modèle économique, quels financeurs. Donc, c'est des réflexions qui ne sont pas encore actées, auxquelles on réfléchit avec l'écosystème. C'est l'État, hein, qui doit notamment accompagner les acteurs du terrain, définir une vision, une stratégie pour mettre en œuvre ce réseau national de données de santé. Ça fait partie des réflexions qu'il y a dans la stratégie nationale d'utilisation secondaire des données, dont la nouvelle version devrait être diffusée dans pas très longtemps. Je n'ai pas le calendrier exact en tête, mais voilà, gardez un œil là-dessus. Et du coup, le HDH, on intervient par notre position dans l'écosystème, notre connaissance de l'utilisation secondaire des données pour accompagner l'État et l'écosystème dans l'élaboration de cette doctrine. Concrètement, ça se traduit par des groupes de travail qui se font sous l'égide du comité stratégique des données de santé. Donc le HDH va les coordonner, mais ce n'est pas le HDH qui prend les décisions. L'idée, c'est de mobiliser les acteurs de l'écosystème pour aborder les thématiques, traiter les problématiques particulières qui sont rencontrées sur le terrain, proposer dans un premier temps des outils, des recommandations, des ressources pour favoriser le développement dans de bonnes conditions, de manière homogène et cohérente pour les acteurs de l'écosystème et du coup alimenter la future doctrine des entrepôts de données de santé. Pas mal de thématiques qui sont étudiées en ce moment même. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais je propose qu'on se penche sur 2 en particulier qui devraient vous intéresser. Celle sur contrat type pour la mise à disposition des données hospitalières et sur le financement pérenne et en particulier les grilles de redevances qui ont été élaborées que Caroline évoquait tout à l'heure. Donc, sur le contrat type, l'idée, c'était de fournir un contrat type, un modèle de contrat type pour réduire, dans la mesure du possible, les délais de négociation, de signature et donner aussi plus de transparence, de visibilité à tous les acteurs de l'écosystème sur ce procédé de contractualisation. Donc, ça a réuni l'ensemble des représentants des lauréats de l'appel à projet, mais aussi des institutionnels qui avaient un intérêt dans ces travaux-là. Et sur toute l'année 2024, en gros, il y a eu toute une phase de cadrage et travaux en sous-groupe pour déterminer les grandes clauses du contrat. Et cette première version a été élaborée, relue, validée par les membres et par le COSTRAT. L'idée du contrat, c'était d'avoir quelque chose qui soit assez modulable, avec des options selon les caractéristiques du projet, adaptable aussi sur les aspects opérationnels propres à chaque structure. C'est spécifique au contexte des EDS. Après, on peut envisager qu'ils soient réutilisés en dehors de ce cadre-là, mais voilà, la cible principale, c'est les entrepôts de données de santé. Et il faut savoir qu'il a été présenté à des utilisateurs de données, des industriels qui collaborent avec le comité stratégique des données de santé pour avoir une lecture et un avis aussi de ce côté-là. Donc, un peu plus d'informations sur le contenu du contrat. J'ai plus la main, je crois. Ah, si, c'est bon. Donc, il concerne le détenteur du données, donc une personne morale privée qui est responsable du traitement au sein de son EDS, et l'utilisateur de données qui va être responsable de traitement pour le projet utilisant les données de l'EDS. Pour les moyens d'accès aux données, on en parlait un peu tout à l'heure, soit et c'est le choix par défaut, les données sont mises à disposition dans l'environnement sécurisé fourni par le détenteur, par l'EDS, mais il y a également la possibilité, à condition de respecter bien sûr toutes les autorisations et les critères de sécurité, que les données soient utilisées dans l'environnement sécurisé de l'utilisateur de la donnée. Au niveau du contenu du contrat type, voilà, il permet l'accès aux données à des fins de réalisation d'un projet de recherche,
On a exclu pour ces travaux-là le cas de la collaboration scientifique et tout ce qui relève de la propriété intellectuelle qui est assez complexe. Et bien sûr, ce contrat est conforme à toute la réglementation relative aux données personnelles de santé, mais également aux recommandations sectorielles qui sont spécifiques aux entrepôts de données de santé. Et les travaux du GT ont permis la mise à disposition d'un premier contrat type, donc, mais ils se poursuivent, notamment pour traiter ce cas de collaboration scientifique et de propriété intellectuelle et mettre à disposition une autre version spécifique à ces besoins-là. Donc, si vous souhaitez le consulter, le contrat type est disponible sur le site du Health Data Hub. Il y a une page dédiée au livrable du COSTRAT si vous voulez jeter un œil. Et le deuxième groupe sur lequel je vous propose de nous pencher, c'est le GT de tarification qui rentre dans le cadre des travaux sur le financement pérenne, dont le but était d'établir des grilles de tarification qui sont harmonisées, toujours dans l'objectif de faciliter le partage des données et la transparence au sein de l'écosystème. Donc là, sur le même principe, on réunit les représentants des lauréats de l'appel EDS, les institutions concernées et par contre, là, sur toute l'année 2024, ils sont partis de 2 grilles qui ont été élaborées et qui étaient déjà utilisées au sein de l'écosystème par des acteurs qui ont été testés. L'ensemble des membres du groupe ont pu faire des retours pour consolider et élaborer une nouvelle version de grille qui serait le fruit des résultats du groupe de travail et qui serait accompagnée d'un guide de remplissage. Il y a 2 grilles qui ont été mises à disposition parce qu'elles ont des approches un peu différentes. La première, plutôt une approche de complétion par ressources, c'est-à-dire qu'on associe des profils à chaque tâche et à chaque tâche, il y a une estimation de la charge. Donc, c'est quelque chose de très adaptable à la réalité de chaque établissement et aux profils qui sont mobilisés. Par contre, ça nécessite pas mal de recul et d'expérience pour savoir exactement les tâches et les profils à mobiliser à chaque fois et pouvoir estimer leurs charges. La deuxième approche, c'est plutôt par tâche, c'est-à-dire qu'il y a une standardisation de chaque tâche à laquelle on va associer un profil et une charge. Donc, ça permet de chiffrer plus rapidement des projets de grande ampleur sur lesquels les établissements ne vont pas avoir beaucoup de recul. Par contre, la prise en main de cet outil va demander un peu plus de temps pour bien définir les standards qu'on souhaite appliquer pour chaque tâche. Donner un petit peu d'insight sur les principes de ces 2 grilles. Si j'arrive à passer à la suivante, je crois que c'est pas le cas. Ah. Donc, à savoir que ces grilles ne sont pas opposables. Hein. Pour l'instant, aucun des livrables du groupe du COSTRAT ne le sont. Mais par contre, il y a une note qui a été rédigée pour fixer les principes à respecter par toute grille qui s'y substituerait, toujours dans l'idée d'harmoniser les pratiques au sein de l'écosystème. Donc, le premier principe, c'est celui de la transparence et de l'accessibilité des tarifs. Il faut que ce soit facilement compréhensible avec des éléments assez précis sur la tarification pour chaque activité et dans l'idée que les utilisateurs puissent effectivement comprendre le tarif qui leur est affiché. Le périmètre des activités doit être encadré par le Data Governance Act et le règlement autour de l'espace européen des données de santé. Donc, identifier les activités nécessaires pour la mise à disposition des données à intégrer de manière systématique dans la tarification, à savoir qu'il y a des travaux qui sont en cours au niveau européen et que du coup, les grilles seront amenées à évoluer pour suivre la réglementation et être en accord avec ce qui sera inscrit. Il y a aussi un principe d'équité tarifaire pour les différents types d'acteurs et d'efficacité opérationnelle dans l'idée de réduire le temps de remplissage par les EDS. Donc, tous ces aspects, l'idée, c'est qu'ils puissent garantir la transparence, l'équité et l'efficacité dans le remplissage des grilles de redevances pour simplifier l'accès aux données, en particulier pour les acteurs privés, sans être limitante pour les cas de collaboration scientifique. Voilà pour ces travaux, à savoir que pareil, les grilles sont disponibles sur le site du HDH et on a fait une session de présentation de ces 2 groupes de travail avec les personnes qui les ont coordonnées, donc elles rentrent un peu plus dans le détail. Si ça vous intéresse, on mettra à disposition le replay sûrement la semaine prochaine ou la suivante sur la page YouTube du HDH, voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur ces aspects-là.
Et j'ai fait le tour. Je sais pas Merci s'il y a des beaucoup. questions. Merci beaucoup, Anaïs. Est-ce que, il y a des questions globalement avant la conclusion? Dans le chat, j'en vois pas de nouvelles. Ok, bah écoutez, moi je vous propose de passer à la conclusion. Donc, je vais la faire pour le compte de mon ami Grégoire parce qu'il a des problèmes de connexion. Donc, c'est moi qui vais conclure. En tout cas, moi, ce qu'on peut noter au travers de ce webinaire qui était vraiment très riche, merci aux intervenants parce que on était vraiment dans du très concret. On voit bien qu'on avance à grands pas sur la mise à disposition des données de santé, autres que pour évidemment les soins, et que évidemment ça va venir compléter le SNDS parce qu'on a toujours l'habitude de dire en France on a la plus grosse base de données, alors moi je rajoute quand même structurée parce que vu le nombre de milliards de Chinois, j'imagine que eux aussi ils ont une grosse base de données, nous elle est structurée, le SNDS, et on voit que évidemment les bases de données des entrepôts régionaux, mais également évidemment de la médecine libérale, ça va venir faire du chaînage exceptionnel pour avancer sur la recherche, mieux comprendre les pathologies et puis valoriser un certain nombre de choses. Alors évidemment, on voit qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Alors on a bien vu qu'il y avait des enjeux d'interopérabilité parce que évidemment, ces entrepôts régionaux, par exemple, ils sont dédiés à un bassin de population et que du coup, en les chaînant les uns aux autres, ça va nous montrer des images globales de la population française. Et quand on va pouvoir chaîner avec l'entrepôt européen, et ben là, on va avoir des images, si je puis dire, carrément de la population européenne, ce qui va nous donner une avance certaine dans le monde, ça c'est sûr. Un autre enjeu, on l'a vu, c'est évidemment de respecter des standards normatifs. Alors, on a parlé de l'OMOP, évidemment, et puis on a aussi parlé du vocabulaire, parce que si tout le monde rentre les données avec une terminologie qui est la sienne, ben, c'est sûr qu'on pourra jamais chaîner. Et ça, on voit bien que, en tout cas, non seulement c'est pris en compte, mais ça avance à la vitesse grand V. Après, évidemment, moi, je pense que l'enjeu important, c'est la mise à disposition rapide de ces données. On sait que la loi européenne, entre guillemets, va booster puisqu'il y aura des délais qui seront incompressibles quand tout cela va être mis en œuvre. Donc c'est vrai qu'on attend avec impatience la facilitation de cette mise à disposition des bases de données, mais on voit que ça arrive à la vitesse grand V. Et du coup, pour conclure, moi, je voulais dire quand même que on, on peut remercier les établissements de santé, mais aussi la médecine libérale, parce que la préoccupation première aujourd'hui, c'est de soigner les Français, même si on sait que dans le mot CHU, il y a universitaire, ça personne ne l'oublie, mais en tout cas, tout le monde est sous tension extrême, et on voit que malgré tout, à côté des soins, toutes nos structures, je dis bien aussi bien publiques que privées, que de la médecine libérale, se mobilisent pour que justement la France, l'Europe, on soit à la hauteur de ces enjeux que sont les soins et puis l'innovation et l'intelligence artificielle. Et je trouve que, évidemment, on trouve toujours que ça avance jamais assez rapidement. Les Français, on n'est jamais content, ça c'est sûr, on le sait. Et puis des fois, c'est réel, hein, il y a pas de souci. Mais en tout cas, là, moi, je voudrais vraiment saluer l'engagement de ces acteurs parce que aujourd'hui, on n'est plus sur les pistes de réflexion, c'est comme la transformation du système de santé et l'utilisation de l'IA. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, on est dans l'aujourd'hui. Et donc, du coup, merci, mesdames, parce que en plus, aujourd'hui, on avait un webinaire beaucoup féminin et ça, on peut s'en féliciter. En tout cas, merci, mesdames, pour vos interventions. Et puis, si vous voulez bien, on mettra à disposition vos présentations, si vous l'acceptez, même si elles doivent être un peu épurées, s'il y a des choses confidentielles, on les mettra à disposition sur le site de Digital 113. Angélique, merci pour l'organisation de tout ça. Et puis, j'imagine que, s'il y a des questions, pour les unes ou pour les autres, Digital 113, par ma voix, puis par celle de Grégoire, évidemment, on peut se faire le relais auprès des instances qui étaient là autour de la table. En tout cas, merci encore parce que c'était super riche et super sympa. Et bon après-midi.